Pensez-vous que vos descendants, dans 1000 ans, seront plus beaux et infiniment plus intelligents? Cette vidéo utilisera des connaissances solides et une pensée systémique pour montrer pourquoi vos descendants pourraient évoluer en dieux ou redevenir des antiquités. Pression vitale. Pour deviner à quoi ressembleront vos descendants, regardez l'environnement qui nous façonne aujourd'hui. L'évolution, en langage courant, c'est le corps qui s'auto-corrige pour survivre dans un environnement qui le contraint. 1000 ans, c'est environ 40 générations, ce qui signifie que si la vie est douce, l'humain fait juste des retouches, mais si la vie est dure, il fait une mue complète. Un exemple du quotidien. Pierre vit dans un endroit où il manque de nourriture et de sommeil, tandis que Paul vit là où il y a tout ce qu'il faut. Ils finissent par ressembler à deux versions différentes. Autre exemple concret, Pierre fait un travail manuel toute sa vie et a des os épais, tandis que Paul reste assis toute sa vie et son corps s'empâte. Le mécanisme de sélection d'autrefois, c'était courir vite pour échapper aux bêtes, mais aujourd'hui, c'est souvent celui qui s'adapte vite au système qui vit plus tranquillement. Le mécanisme du système, c'est que l'humain apprend à devenir ce que l'environnement récompense pour vivre plus facilement. Si la société récompense la santé, les gens feront du sport et dormiront bien, donc les descendants seront forts. Si elle récompense les écrans, les gens s'assiéront beaucoup et les descendants pourraient avoir des muscles faibles et une mauvaise posture. Si la société récompense les données, on greffera des machines sur soi et les descendants seront mi-homme, mi-machine. Si la société récompense l'exploration, on partira loin de la Terre et les descendants se diviseront en plusieurs espèces. Le point clé de la pensée profonde, c'est que l'avenir ne dépend pas des rêves, mais des récompenses en jeu. Vous croyez que l'évolution est une histoire de gènes, mais c'est souvent une histoire d'habitude que l'environnement force à devenir des paramètres par défaut. La leçon pratique, c'est que si vous voulez que vos enfants et petits-enfants aillent mieux, ajustez la pression vitale dès maintenant. 2. Si les descendants grandissent, c'est souvent grâce à la nutrition et à la santé, pas à cause d'un changement génétique soudain. Pour faire simple, la taille, c'est comme une maison. Beaucoup de matériaux permettent d'ajouter des étages, peu de matériaux obligent à construire un plein pied pour que ça tienne. En environ 130 ans, la taille moyenne des hommes dans les régions industrielles est passée d'environ 1,70 m à 1,78 m. Si vous vous dites que c'est une évolution trop rapide, c'est vrai, car c'est surtout dû à de meilleures conditions de vie, pas aux gènes qui piquent un sprint. L'histoire du quotidien, c'est Pierre qui était souvent malade et carencé petit, contre Paul qui mangeait et dormait bien. Adulte, Paul est visiblement plus grand. Le mécanisme populaire, c'est que le corps privilégie la survie avant la belle taille. S'il manque d'énergie, il économise sur la hauteur. Quand la santé est bonne, les enfants peu malades, la nutrition suffisante et le sommeil profond, le corps ose investir dans la longueur des os. Mais la taille n'est pas gratuite, car plus on est grand, plus le cœur pompe loin et plus les genoux portent lourd. Il y a donc toujours une facture. Dans 1000 ans, si l'humanité est plus saine, moins malade et vit mieux, vos descendants pourraient être un peu plus grands. Dans 1000 ans, si l'humanité s'assoit plus, mange plus vite et dort plus tard, les descendants pourraient ne pas grandir et avoir une mauvaise posture. Il y a ici une psychologie très humaine. Les critères amoureux sont souvent liés à la taille, donc les grands pourraient être choisis plus souvent. Quand la sélection sociale favorise les grands, les gènes de grande taille peuvent se répandre, mais c'est lent et incertain. Et si tout le monde est grand, la taille perd de sa valeur, car seule la rareté donne un avantage. La leçon pratique, c'est de ne pas souhaiter que vos descendants soient grands, mais en bonne santé, car la santé permet de vivre longtemps à n'importe quelle époque. 3. Fusion machine. Vos descendants pourraient voir leur corps comme un téléphone. On remplace ce qui est cassé. En termes courants, la technologie d'implant ressemble au tuning de voiture. Au début pour réparer, ensuite pour aller plus vite et se faire plaisir. Dès maintenant, il existe des appareils auditifs qui enregistrent, filtrent le bruit et servent de téléphone. L'oreille a déjà des fonctionnalités ajoutées. Dès maintenant, des yeux électroniques aident les non-voyants à revoir. L'œil a déjà des pièces de rechange. Quand l'œil devient une machine, voir l'invisible, comme l'infrarouge ou les rayons X, n'est qu'un mode de plus, comme allumer une lampe torche. Un exemple du quotidien. Pierre marche dans le noir et ne voit rien, mais avec des yeux bioniques en mode infrarouge, il voit comme en plein jour. Autre exemple concret, Paul fait un métier de précision. Ses yeux bioniques zooment et filtrent comme un microscope, donc il travaille 2 fois plus vite. Le mécanisme de la loi veut que la technologie suive 2 voies, l'une pour soigner, l'autre pour améliorer.
Quand les prothèses seront assez performantes, les gens en bonne santé voudront remplacer leurs membres valides par des plus puissants. Quand l'amélioration deviendra normale, la société passera de la comparaison entre personnes à la comparaison entre versions. Et qui dit version dit forfait basique, forfait premium, et l'inégalité devient systémique. C'est là que ça fait froid dans le dos. L'avenir pourrait diviser les gens non pas par l'immobilier, mais par les pièces détachées corporelles. Il y a aussi un piège de la vie très agaçant. Les yeux ou oreilles bioniques pourraient être pollués par des notifications ou des pubs. Imaginez une publicité de 30 secondes qui s'affiche directement dans votre champ de vision pendant que vous conduisez, sans bouton pour fermer. L'avenir n'est pas si rose. Le mécanisme caché, c'est que celui qui possède le logiciel dans votre corps peut influencer votre expérience de vie. Ce qui est effrayant avec la fusion machine, ce ne sont pas les robots tueurs, mais le fait d'être contrôlé par ce qui se trouve dans vos yeux. La leçon pratique, c'est qu'on peut tout améliorer, mais il faut garder le droit d'éteindre l'interrupteur et de choisir qui vous touche. 4. De défense. Vos descendants pourraient avoir des gènes anti-maladie ou modifier leurs gènes, comme on configure une application. Pour parler simplement, l'ADN est le livre de cuisine du corps. Une faute de frappe peut gâcher le plat pour la vie. Il y a eu une observation médicale sur un groupe d'enfants séropositifs restant en bonne santé, grâce à un mécanisme de défense bloquant le virus. L'histoire facile à imaginer, c'est que leur corps a une serrure différente. Les méchants avec la vieille clé n'arrivent pas à l'ouvrir. Le mécanisme d'évolution ici est très direct. Celui qui a une bonne défense vit plus longtemps et a une chance de transmettre cette caractéristique. Mais l'homme n'attend pas la nature, car il existe des outils d'édition génétique comme CRISPR pour couper-coller des bouts d'ADN. En termes courants, CRISPR est comme des ciseaux et du scotch. On coupe l'erreur et on colle le bon code. Ça paraît simple, mais la conséquence est la réparation d'une vie entière. Si l'édition génétique booste l'immunité, on réduit les maladies, on augmente l'espérance de vie et la société change du tout au tout. Si elle ralentit le vieillissement, on prolonge la jeunesse et le concept de vieux sera réécrit. Mais la question systémique est qui a le droit d'être modifié en premier, qui n'y a pas le droit et qui définit ce qui est bon. Exemple du quotidien. Tous les parents veulent des enfants forts et intelligents. S'il y avait un bouton pour ça, beaucoup appuieraient sans hésiter. Quand tout le monde appuie sur mise à niveau, la normalité disparaît et ceux qui ne le font pas sont laissés pour compte. Ça ressemble à un film, mais la logique est très réaliste. Et quand la norme change, elle ne s'arrête plus, car la compétition sociale est impitoyable. Dans 1000 ans, vos descendants auront peut-être beaucoup moins de maladies, mais vivront sous la pression d'être parfaits. C'est là que la pensée profonde doit vous rappeler que la technologie va souvent plus vite que l'éthique et que l'éthique court souvent derrière les conséquences. La leçon pratique, c'est que si on modifie les gènes, il faut modifier avec responsabilité, car corriger de travers, c'est gâcher toute une lignée de descendants. 5. Mars. Si l'humanité part au loin, vos descendants pourraient avoir des yeux et un corps différents. En termes simples, changer de planète, c'est comme passer d'une maison à un appartement. Le mode de vie change, donc le corps change aussi. Mars reçoit environ 66% moins de lumière que la Terre. L'hypothèse est que ceux qui y vivront longtemps pourraient avoir des pupilles plus grandes pour capter la lumière. Mars a une gravité d'environ 38% de celle de la Terre, donc ceux qui y naîtront pourraient être plus grands car moins tirés vers le bas. L'histoire illustrée, c'est Pierre qui naît là où la gravité est faible. En grandissant, ses membres s'allongent, sa silhouette s'étire, il ressemble à une version étirée. Mais Paul pose une question très pragmatique. Si Pierre revient sur Terre, pourra-t-il porter un seau d'eau ? Le mécanisme de fonctionnement, c'est que muscles et os ont besoin de force pour se maintenir. Sans force, le corps s'affaiblit s'il ne s'entraîne pas. Donc, la faible gravité est un cadeau pour la taille, mais un piège pour la force. Une hypothèse dit que la colonne vertébrale pourrait s'allonger de quelques centimètres, car les disques se dilatent. C'est amusant, mais logique physiquement. Si l'humain vit longtemps hors de la Terre, vos descendants pourraient se séparer en une branche habituée à la légèreté et une autre habituée à la pesanteur. Il y aura alors des chocs. Ceux de la légèreté verront ceux de la pesanteur comme trop costauds et inversement, ils seront vus comme fragiles. Ce n'est pas une question de supériorité, c'est l'environnement qui moule différemment. La leçon pratique, c'est que si l'homme part loin, préparez-vous à ce que vos descendants ne vous ressemblent plus autant que vous le pensez. Si l'immortalité, si la technologie gagne, vos descendants pourraient vivre très longtemps ou vivre sous forme de fichiers sauvegardés.
Au quotidien, l'immortalité est le rêve de ne pas mourir, mais c'est surtout le rêve de ne pas perdre son moi. Une piste souvent évoquée est de télécharger la conscience dans une machine, c'est-à-dire transférer souvenirs et pensées vers un autre système. L'histoire illustrée, c'est Pierre qui entre dans une pièce, appuie sur « Sauvegarder » et un Pierre dans la machine ouvre les yeux en disant « Je suis moi ». Mais le Pierre réel respire encore, vieillit et peut mourir. La question est « Qui est le vrai Pierre ?» C'est le problème de la copie. Si deux versions ont les mêmes souvenirs, les deux croient être vrais. Le mécanisme philosophique populaire est que vous vous sentez vous-même grâce au flux continu de conscience. Si on coupe ce flux, vous êtes fini. Donc, télécharger la conscience ne serait que créer une copie, l'original mourant quand même. C'est brutal, mais logique. Il y a aussi la piste extrême du transfert de corps par greffe de tête pour voir si la conscience suit. Peu importe le progrès technique, la question systémique reste. À qui appartient le droit ? Car celui qui possède le nouveau corps possède le temps. Quand l'espérance de vie diffère trop, la société peut créer des classes de riches et pauvres basées non pas sur l'argent, mais sur le nombre d'années à vivre. Et une vie infinie ne rend pas automatiquement heureux, car vivre éternellement sans savoir pourquoi peut devenir épuisant. La peur du quotidien de beaucoup de gens, c'est le vide face à la mort. Et plus l'avenir est lointain, plus la peur grandit. Mais la pensée profonde vous rappelle que le sens ne réside pas dans la durée, mais dans le fait d'avoir un but et des liens. La leçon pratique, c'est qu'avant de rêver d'immortalité, apprenez à vivre une vie digne d'être vécue, car c'est le sens qui vous sauvera du vide infini. 7. Homogénéisation. Vos descendants pourraient se ressembler davantage, car le mélange humain s'accélère. Pour faire simple, le mélange, c'est que les gens se rencontrent plus, se marient plus loin et bougent plus. En 1000 ans, si l'humain continue de migrer et de se connecter, de nombreux traits physiques pourraient se fondre, réduisant les différences. L'histoire illustrée, c'est Pierre et Sophie venant de deux endroits très éloignés. Leur enfant aura des traits mélangés et cela se répandra au fil des générations. Le mécanisme social, c'est que plus la connexion est forte et les barrières faibles, plus les gènes se mélangent et plus l'apparence converge. Mais homogène ne veut pas dire identique. Il y a toujours des mutations, des préférences amoureuses et des environnements différents. Même la fusion machine crée une autre forme d'homogénéité. Tout le monde installe les mêmes pièces car c'est le standard. L'avenir pourrait donc être à la fois diversifié selon les planètes et homogène selon la technologie. C'est contradictoire mais logique. La leçon pratique, c'est de ne pas juger l'avenir sur des images de science-fiction, mais sur les flux migratoires et les normes technologiques. 8. L'existence ou non de vos descendants dépend de notre capacité à éviter la coupure de courant. En langage courant, l'extinction, c'est game over, et l'humain n'est pas immunisé. Le mécanisme systémique, c'est que quand tout dépend d'un seul endroit, d'une seule énergie, d'une seule chaîne d'approvisionnement, un seul choc suffit pour faire tomber les dominos. L'histoire du quotidien, c'est Pierre qui n'a qu'une seule source de revenus. S'il perd son job, il tombe. Paul a plusieurs compétences. S'il perd l'une, il a l'autre. L'humanité est pareille. Plus les lieux et modes de vie sont diversifiés, plus on a d'assurance. Quitter la Terre et développer plusieurs formes corporelles peut être une façon de fuir la poisse. Mais le risque d'autodestruction existe toujours. Une technologie puissante avec une éthique faible, c'est comme un enfant avec un couteau. L'avenir peut être génial ou stupide. On rêvait de voler, on finit assis et obèse. Si le mode de vie devient de moins en moins actif et trop confortable, vos descendants pourraient s'affaiblir malgré la puissance technologique. C'est le paradoxe de l'évolution. Des machines plus fortes ne signifient pas des hommes plus forts. La leçon pratique pour que vos descendants survivent, c'est de bâtir une civilisation qui sait se modérer, se corriger et voir à long terme. Conclusion, vous pouvez maintenant imaginer vos descendants dans 1000 ans selon 3 branches claires. La première est l'optimisation biologique. Bonne nutrition, santé, moins de maladies, un peu plus grand, plus fort et vivant plus longtemps. La deuxième est la fusion machine. Oreilles, yeux et membres améliorés, vision de l'invisible, force accrue, mais vigilance sur le contrôle.
La troisième est la divergence spatiale, des groupes vivant là où la lumière et la gravité sont faibles, avec une morphologie, une force et une culture différentes. Le socle commun reste le système, car l'humain devient ce que le système récompense. Si vous voulez commencer dès aujourd'hui façon vie quotidienne, mangez bien, dormez bien et bougez, car c'est le capital de tout avenir. Si vous voulez commencer façon réflexion, demandez-vous qui contrôle le bouton off, car ce pouvoir est la liberté. Si vous voulez commencer façon société, soutenez l'égalité des chances, car un bel avenir ne se construit pas sur l'injustice. Si vous voulez commencer façon psychologie, rappelez-vous que ce qui apaise n'est pas l'immortalité, mais une vie pleine de sens et d'amour. Si cette vidéo a enrichi vos connaissances et votre pensée, abonnez-vous à la chaîne pour que je continue à décortiquer des sujets complexes de manière simple.